On est en pré-campagne électorale. Là. J'ai ça dire pré. On est en campagne. Ben oui. C'est commencé. Là. On lit. Là, je voyais tantôt, il y avait M. Milliard là, qui a l'air d'être sur la terrasse du frein en train de dire des belles choses, des promesses. Donc, les politiciens sortent et nous proposent déjà certaines choses pour nous influencer, nous convaincre, nous séduire à voter pour leur formation. Puis moi, j'aime ça recevoir un peu de gens de toutes les formations. On va recevoir des gens de Québec solidaire bientôt. On a reçu M. Duhem et Marcel Bouchard l'autre jour. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de recevoir quelqu'un du PQ et on a répondu présent au Parti québécois, en studio d'ailleurs, ça je l'apprécie toujours. Gabriel Coulombe est candidat du Parti québécois dans Charlesbourg. Salut Gabriel. Bonjour. Je me permets de t'appeler Gabriel et non pas M. Coulombe parce que je le dis d'emblée, moi, on a travaillé ensemble au camp 3 Saumon, il y a bien longtemps. J'avais 15 ans, ma première job. Gabriel, il travaillait déjà là, puis il était à la hutte, il était moniteur en même temps que moi dans le fond. Fait que vous ne commencerez pas à faire des grands M. Coulombe, là, on se connaît un peu. Et justement, je voulais savoir, toujours un peu dans ce domaine-là, pas de l'animation jeunesse, mais tu travailles toujours auprès des jeunes puisque tu enseignes l'économie du côté du cégep Garneau. Je voulais d'abord savoir, est-ce que cette résurgence de l'envie de créer un pays chez les jeunes dont on parle, il y a un documentaire là-dessus qui a été fait par notamment l'influenceur Maire de Laval, et c'est quelque chose qu'on dit plus présent chez les jeunes qu'il y a quelques années. Est-ce que tu le ressens, ça? Oui, absolument. Je veux dire, l'implication des jeunes en politique, c'est fondamental pour le mouvement indépendantiste. On le ressent depuis quelques années. Du côté des jeunes, moi, j'en parle pas d'emblée de mon implication politique quand j'enseigne. Il y a vraiment une démarcation claire entre mon engagement politique et mon rôle d'enseignant qui se veut plus objectif. Là, mais sur le terrain, de façon générale, oui, clairement, on sent qu'il y a un enthousiasme chez les jeunes. OK. Comment ça se passe sur le terrain? Parce que là, les sondages indiquent effectivement que le Parti québécois a le vent dans les voiles. Ça joue un peu. Là, ça fait un certain temps qu'il n'y a pas eu de nouveau sondage. Ça ne devrait pas trop tarder, là, étant donné le contexte. Mais on sent donc qu'on a envie de donner une chance au Parti québécois, mais on ne sent pas nécessairement cette envie-là d'avoir un pays non plus. Comment vous faites pour conjuguer les deux là, lorsque vous êtes sur le terrain et que les gens l'abordent avec vous? Bien, nous, on le dit d'emblée qu'on est indépendantiste. Puis, je veux dire, le discours au Parti québécois a beaucoup évolué dans les dernières décennies. C'est beaucoup ça qui a fait la résurgence du Parti québécois. Je veux dire, on n'en donnait pas cher en 2022. Qui aurait cru qu'on serait arrivé premier comme ça dans les sondages, tout en étant constant et ferme sur notre promesse de tenir une consultation pour l'indépendance du Québec. Puis la raison pour laquelle un premier mandat, c'est ce qu'on ça c'est toujours? Oui, on s'est tout à fait engagé à ça. Évidemment, la fenêtre, on garde une certaine marge de manœuvre là-dessus pour déterminer le moment qui va être adéquat, mais c'est là-dessus que la remontée du Parti québécois s'est faite, en assumant pleinement notre conviction, et on va pas changer d'idée pour autant. Et la raison pour laquelle on veut faire ça, c'est parce que l'indépendance, c'est un moyen pour régler le plus efficacement nos problèmes. Donc, c'est pas une lubie de faire l'indépendance pour faire l'indépendance, mais c'est pour avoir tous les outils, contrôler tous les leviers. Donc, on commencera pas à se compter des menteries et à se dire qu'on est capable de faire réaliser l'impossible en ayant les moyens d'un demi-État comme c'est le cas actuellement. Donc, il faut aller chercher les 90 milliards qu'on envoie chaque année à Ottawa pour être capable d'investir ça en santé et en éducation dans nos infrastructures. Et là, donc, tu enseignes l'économie, c'est bien exactement ça? Donc, ton background, c'est quoi, là? Moi, j'ai un bac en économie politique à l'Université Laval, une maîtrise en études internationales, l'Institut québécois de hautes études internationales aussi à l'Université Laval. J'ai fait voyager beaucoup, donc des sessions d'études au Pérou, au Brésil, en Angleterre. Fait que c'est vraiment ça, là, comme on parle souvent, l'ouverture sur le monde qui implique le mouvement indépendantiste. C'est quand on voyage à l'étranger, on se rend compte de toute la chance qu'on a et à quel point on est capable d'être un pays pas seulement viable, mais prospère à travers le monde. OK. Et donc un background plus économique, exact. Justement, je t'apprends rien en te disant que c'est souvent l'un des contre-arguments des gens qui s'opposent à l'indépendance du Québec. Hein? On dit qu'on n'aura pas assez d'argent, qu'on va finir par, justement, crouler sous les dettes. Et en quoi c'est faux, cet argument-là? J'ai donné 50 conférences dans les 2 dernières années là-dessus. Donc, le document sur les finances d'un Québec indépendant, j'ai travaillé dessus. La question sur la monnaie aussi. Et la réalité, c'est qu'on sait très bien qu'on n'a pas d'avenir linguistique et culturel dans le Canada, mais c'est aussi vrai sur le plan économique. Et moi, comme économiste, j'ai une perspective très rationnelle. Et c'est ça que je trouve décourageant. Donc, la perspective de demeurer une province canadienne dans laquelle on n'est pas capable de régler nos problèmes plus efficacement. Donc, on peut juste prendre la question de la santé. Je fais dire ça des fois, ben là, si on n'est pas capable de régler nos questions de santé, comment qu'on va faire pour être un pays?
Le problème structurel, par exemple, en santé, c'est qu'on a un manque à gagner d'environ 5 milliards par année des transferts fédéraux. Et ça, c'est pas un enjeu partisan. Là. Les caquistes et libéraux, moi, je suis convaincu que s'ils avaient été capables, auraient essayé d'améliorer, régler le système de santé, mais ils ne sont pas parvenus parce qu'il y a un manque structurel de moyens. Donc, c'est un exemple très, très concret. C'est 90 milliards de dollars que je disais qu'on envoie à Ottawa. Les dédoublements qui se perdent autour de 10 milliards par année en raison des dédoublements, double ministère entre Québec et Ottawa. Donc, en allant chercher cet argent-là, on est capable de régler les choses beaucoup plus efficacement. OK. Donc, pour vous, c'est quelque chose qui est efficace. Mais là, comment aller chercher les gens avec ça? Parce que vous avez beau dire ça, je comprends que c'est des exemples qui sont parfois peut-être un peu poussés. Sur le plancher des vaches, les gens veulent le ressentir. On parle, mettons, d'accès à la propriété. On parle du coût de la vie qui est de plus en plus difficile. En quoi un Québec souverain viendrait aider ça? Parce que là, on se fait parler de ça par toutes les formations politiques, mais vous avez en plus cette idée-là derrière la tête qui vient rajouter peut-être un facteur de complexité chez certaines personnes. En quoi je vais mieux vivre, moi, qui n'est pas encore propriétaire ou quelque chose comme ça, puis je ne suis pas tout seul dans ma situation, dans un Québec souverain? Je vois très concrètement. Dans les dernières années, le prix des maisons dans la région de Québec, depuis 10 ans, a doublé, littéralement. Le prix des loyers a augmenté de 50 %. Pourquoi? Ben, ça vient d'un déséquilibre, tout simplement, entre l'offre et la demande. Du côté d'Ottawa, par les politiques publiques qui ont été permises par Ottawa, on a une augmentation très importante de la demande, ce qui a fait augmenter les prix. Pour les gens qui ont déjà des hypothèques, très concrètement, dans les dernières années, il y en a peut-être qui ont eu des augmentations des taux hypothécaires. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que le taux directeur de la Banque du Canada a été déterminé pour contenir des bulles immobilières qui avaient essentiellement lieu à Toronto et à Vancouver. Les taux d'intérêt ont énormément monté. Donc, très concrètement, là, les gens qui ont payé beaucoup plus d'argent qu'ils auraient dû en payer dans les dernières années, ben c'est beaucoup en raison de politiques comme ça établies, la politique monétaire par la Banque du Canada qui fait un arbitrage. Et dans un contexte comme ça, le Québec est toujours mis de côté. Donc, dans un Québec indépendant, évidemment qu'il y aurait eu des hausses de taux d'intérêt. Là, c'était à la hausse partout. Mais ça aurait vraisemblablement pas été aussi important que ce qu'on a connu dans les dernières années. Donc, très concrètement, c'est plus d'argent dans les poches des Québécois. Là, on était sur le plancher des vaches. Si on va à l'autre extrême, sur la géopolitique internationale, il y en a qui vont se dire, avec ce qui se passe en ce moment, il me semble que l'union fait la force d'être le Québec tout seul. Mais ça ressort au 25-2-2-6. Il y en a qui fait peur. Oui, c'est ça. Ça, c'est un argument que moi, j'entends beaucoup. Là. Vous répondez quoi à ça? Oui, vous avez raison. On l'entend souvent, mais la réalité, c'est que c'est pas le Canada qui va nous protéger de Donald Trump, de l'administration américaine. Et justement, le fait qu'on soit dans le Canada, ça n'a pas empêché Donald Trump de mettre tarif après tarif, les uns par-dessus les autres. Et ce qu'on a vu aussi dans la dernière année, là, quand il y a eu la première vague de tarifs qui est annoncée, c'est une réaction complètement désorganisée des provinces qui, c'est légitime, là, ont tous leur intérêt à faire valoir, donc se sont rendus à Washington, tirer la couverte de leur côté. Et donc, cette illusion-là, comme quoi le Canada nous protège, c'est complètement faux. Et au contraire, ce qui est absolument certain, c'est que dans les prochaines négociations commerciales internationales qui vont avoir lieu, c'est que les intérêts du Québec vont être sacrifiés encore une fois. Puis la raison pour laquelle je suis absolument convaincu que je peux garantir ce que ça va arriver, c'est que c'est toujours le cas. Et Mark Carney le dit très clairement, là, d'une façon très éloquente, là, lorsqu'on n'est pas à la table, on est au menu. Et il ne faut pas se dire de mensonge, le Québec n'est pas à la table. Puis en plus d'être au menu, ce qui se trouve, c'est qu'on paye la facture. Donc, il n'y aura jamais personne d'aussi bien placé que le gouvernement du Québec pour aller défendre ses propres priorités sur la scène internationale. Donc, encore une fois, je le répète, c'est absolument faux que le Canada nous protège de Donald Trump d'une quelconque façon. Là, avez-vous commencé le porte-à-porte dans Charlebourg? Oui, c'est commencé. On travaille. Le travail de terrain, évidemment, c'est en mode estival. Les gens là, sont un petit peu moins à l'écoute, là, mais on va le raconter des gens. Oui. Ben, c'est ça. C'est sûr que là, les gens profitent de la cour. Il y a peut-être du monde en vacances aussi. Mais lorsque vous arrivez, puis vous avez une discussion franche et sincère avec un électeur potentiel, c'est quoi qui aborde avec vous? Est-ce que justement, c'est l'indépendance, c'est les finances, c'est la culture, l'identité québécoise? C'est quoi qui revient? Ça dépend vraiment. Là, toutes ces questions-là sont pertinentes. La question, évidemment, de l'accès à la propriété, la question du coût de la vie qui revient souvent, les personnes aînées qui veulent rester plus longtemps dans leur domicile, ça aussi, c'est tout à fait légitime. Puis on a un plan pour ça, justement pour faciliter le maintien en résidence là, des personnes aînées là, qui sont légèrement en perte d'autonomie. Le temps d'attente dans les urgences, encore une fois,
Puis évidemment, ça, faut pas distinguer ça, là, faut être capable de distinguer ça des questions d'indépendance, c'est sûr, mais en même temps, on ramène le fait que en étant indépendant, on est capable d'avoir les moyens de régler ça plus efficacement. Donc, peu importe le sujet dont les personnes vous parlent, vous allez réussir à ramener l'indépendance dans votre réponse à un moment donné? Très honnêtement, je le fais très souvent. Très honnêtement, oui, parce que il faut avoir une vision macro de la situation. Et je reviens avec ce que je disais tout à l'heure, la question de santé, d'éducation. Ce ne sont pas des enjeux partisans, là. Tout le monde veut régler ça, mais si on n'est pas capable de le faire, il y a un dénominateur commun, c'est qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas les ressources pour y remédier. Donc, évidemment, ça dépend. Il y a des électeurs qu'on va peut-être leur parler rapidement, qu'on voit qui sont pas très, très, très ouverts, sont pas très intéressés à avoir une discussion, mais lorsque les gens ont envie de creuser, oui, on peut aller aborder ça là, de façon complète. Parce que si c'est indissociable de tous les enjeux dans votre discours, il y a des gens, tantôt, 25226, qui nous textaient, qui disaient... que être séparatiste, c'est comme une religion. OK? Vous n'avez pas l'impression, t'as pas l'impression justement que ça fait un peu ça, que c'est comme si j'arrive chez vous, oui, je veux te parler d'un enjeu, mais j'essaie de te vendre ma Bible en passant aussi. Il n'y a pas quelque chose si quelqu'un vous aborde sur l'identité québécoise, par exemple, ou justement sur la hausse du coût de la vie, par exemple, il y a peut-être envie de se faire répondre quelque chose de concret là-dessus qui est en dehors de l'indépendance. Absolument. Puis il y en a des réponses très concrètes qui sont en dehors de l'indépendance, jusqu'il y a quand même une certaine limite de ce qu'on est capable de faire. Mais par exemple, pour le coût de la vie, quelque chose qu'on complète, quand je disais qu'on voulait avoir une vision plus macro tout à l'heure, le fait d'avoir davantage de concurrence. Et ça, on l'a vu là, dans les dernières semaines. Donc, les épiceries qui ont reconnu effectivement qu'il y avait un manque de concurrence. Donc, nous, c'est d'amener un environnement économique qui va permettre davantage de concurrence, qui va permettre de baisser les prix. C'est pas, par exemple, on se souviendra en 2022, là, le proverbial chèque de 500 pièces de la CAQ, qui est une aberration totale en ce sens que ça servait à lutter contre l'inflation, mais que c'est une politique inflationniste qui génère une augmentation des prix. Donc, on veut pas du tout aller dans ce genre de politique-là. On va avoir une approche plus macro. Donc, les éléments qui vont permettre une baisse des prix, c'est quand il y a davantage de concurrence. Donc, concrètement, on a proposé la création d'un bureau de concurrence québécois pour permettre ce genre de situation-là. Donc, oui, on a les moyens d'en faire plus efficacement avec l'indépendance, mais il y a effectivement, vous avez raison, là, certains éléments qu'on peut faire sans. Au 25-226, quelqu'un pose une bonne question. On a parlé de la péréquation, le 9 milliards. Oui. Est-ce qu'on prend 9 milliards, on le met dans l'économie, tout est réglé, ou est-ce que c'est structurel, dans le sens où rajouter de l'argent puis rajouter de l'argent, est-ce que ça va tout régler ou il faut repenser à la manière de faire à la base? Bien, la péréquation qu'on reçoit, effectivement, on l'entend souvent, celle-là. Puis moi, j'adore cet argument-là parce qu'il est extrêmement facile à démonter, même si c'est vrai qu'il convainc beaucoup de gens. Mais essentiellement, quand on regarde ça, la péréquation qu'on reçoit, c'est de la dette. On a fait des calculs pour cette année, là, chaque dollar qu'on reçoit au net en péréquation, le Canada endette le Québec de 2 $. Et on a même rendu que pour 1 $ qu'on reçoit en péréquation, c'est 1,25 $ qu'on paye en intérêt. Donc, c'est essentiellement ça qu'on reçoit. Mais évidemment, je veux dire, ça a l'air le fun pour la péréquation, dans le sens que moi, je vous présente ça comme une illusion de dépendance. La meilleure manière que j'ai d'illustrer ça aux gens, c'est... est-ce que vous voulez recevoir 20 $ de ma part? Je suis convaincu que les gens vont dire oui, mais la contrepartie de tout ça, c'est vous me donnez votre carte de crédit et on va l'utiliser comme bon nous semble. Et c'est ça que le gouvernement fédéral fait, mais qui nous dit pas. Il nous envoie de l'argent, mais en contrepartie, il vient nous endetter d'une façon épouvantable. On l'a vu dans les dernières années. Je veux dire, sur Justin Trudeau, la dette du Canada a littéralement doublé, là, multiplié par 2. Et évidemment, il y en a une partie importante qui incombe au Québec. Donc oui, ça me fait plaisir d'avoir des discussions sur la péréquation, je vous assure. Je voulais qu'on se parle de la manière dont on passe les messages en politique maintenant. OK? J'ai le feeling que vous êtes un peu soupe au lait au PQ. OK? Puis je vous dis pourquoi. Je te dis pourquoi. Parce que je suis M. Plamondon sur les médias sociaux. Puis moi, c'est pas un secret, je te l'ai déjà dit. Moi, personnellement, je suis séduit par l'idée de l'indépendance. Par contre, il y a des choses qui me rebutent un peu. Puis on parle beaucoup de comment les choses sont adressées en politique, comment les politiciens s'adressent l'un à l'autre, ce qui crée aussi la manière dont on s'adresse à nos politiciens. OK? Puis je pense que sur les médias sociaux, en ce moment, tout le monde peut convenir. On en a parlé énormément, que c'est assez anxiogène puis un peu dégueulasse aussi parfois de voir comment les gens s'adressent les uns aux autres d'abord aussi, puis envers la classe politique particulièrement.
j'ai le feeling que toi, personnellement aussi, tu es impliqué dans beaucoup de conflits avec des gens qui sont peut-être plus à gauche, qui te critiquent personnellement. J'en ai vu passer. Ouais. Je suis pas dans qui a tort, qui a raison, mais me semble que si j'avais le vent dans les voiles, comme vous l'avez en ce moment, au niveau des sondages, j'essaierais d'éviter toute forme de controverse. J'essaierais de ne pas donner beaucoup d'importance à ça et pas d'essayer d'aller mettre les pieds dans les plats en m'enfargeant quelque part. C'est pas ça votre pire ennemi au Parti québécois? Effectivement, il y a ce genre de débat-là. Il y a des ajustements qui se passent. La question de soupe au lait, je veux dire, ça, c'est quelque chose que les oppositions ont essayé là, d'étiqueter le Parti québécois de comme ça. Ben, c'est pas nécessairement faux, des fois. Moi, je regarde M. Saint-Pierre Plamondon, puis je trouve qu'il est parfois soupe au lait. La réalité, c'est qu'on veut vraiment rester sur les faits. Et souvent, les attaques qu'on reçoit comme ça, c'est parfois carrément de la désinformation. Parfois, ça va être des inexactitudes. Donc ça, c'est vraiment un devoir qu'on se fait d'aller corriger cette information-là. Parfois, lorsqu'il y a un désaccord, on va le reconnaître. C'est simplement du ressort du désaccord, mais lorsque c'est complètement faux, c'est un devoir qu'on se fait d'aller corriger ça. Après ça, je suis d'accord qu'il faut être sélectif là, par rapport à ce qu'on va aller répondre, qu'est-ce qu'on va choisir là, d'aller, les ballons qu'on va choisir de prendre. Là. Ouais. Mais de façon générale, c'est ça, ce souci-là d'exactitude qu'on met de l'avant. OK, mais ce souci-là d'exactitude, des fois... Est-ce que vous n'êtes pas mieux de passer par-dessus puis de laisser faire quelque chose plutôt que de tomber dans une genre de guerre de cours d'école avec des gens, de toute façon, qui cherchent même pas à être élus de leur côté? Oui, je suis d'accord. Il y en a plusieurs qu'on laisse passer comme ça. Donc, il y a une réflexion là, qui a été faite dans les derniers mois. Puis, oui, effectivement, de temps en temps, on en laisse de côté simplement parce que lorsque l'interlocuteur n'est pas intéressé à discuter, mais cherche vraiment à discréditer, ça ne vaut plus du tout la peine de faire ça. Donc, moi, personnellement, pour avoir été la cible complètement d'une campagne de diffamation par certaines personnes, j'ai simplement décidé là, d'arrêter les interactions avec quelques types d'arguments, avec quelques manières de présenter les choses lorsqu'il n'y avait pas d'intérêt à la discussion comme ça. Mais de façon générale, je pense que c'est quand même fondamental d'avoir un débat sain entre des opposants, donc mais le choisir de façon sélective. Tu te considères, toi, personnellement, comme politicien maintenant, comme de gauche ou de droite? Honnêtement, je ne suis plus capable de mettre cette étiquette-là. On demande souvent ça maintenant avant le nom de quelqu'un quasiment. C'est-à-dire, on le fait pas, mais je veux dire, on cherche à savoir. Je trouve qu'on ramène souvent tout à lui est de gauche, lui est de droite. C'est une étiquette qu'on cherche beaucoup à mettre. Toi, tu as de la misère à te définir? Le spectre a tellement évolué d'un côté et de l'autre dans les dernières années que je ne suis pas capable. Moi, j'aime bien me définir honnêtement là, comme un social-démocrate adepte de la rigueur budgétaire. Okay. En ce sens que je crois que l'État doit offrir certains services aux citoyens de qualité, puis que les citoyens qui payent de l'impôt ont droit de s'attendre à en recevoir, mais en contrepartie, si on va avoir une social-démocratie qui est viable, même si peu importe qu'on soit social-démocrate ou non, ben il faut être capable de gérer les finances publiques de façon rigoureuse, de façon responsable. Donc, je veux dire, ça, c'est propre au Parti québécois. On se fait traiter à la fois d'être très à gauche et très à droite. Là. La réalité, c'est que... Il y a même extrême droite que certains disent. Ben oui, évidemment. Puis c'est pas mal la preuve qu'on n'est absolument rien de tout ça. Moi, ce que j'aime au Parti québécois, quand on va dans les conseils nationaux, les congrès, c'est les débats qu'il y a sur le plancher parce que, oui, on a une proposition très claire sur l'indépendance, mais pour ce qui est de l'axe gauche-droite, justement, il y a un réel débat et c'est ça que j'apprécie, moi, dans les congrès. C'est le débat qu'on va avoir entre les positions gauche-droite et on s'entend qu'il n'y a pas d'extrême gauche, il n'y a pas d'extrême droite. Ce sont des positions, c'est ça, de gauche social-démocrate à la droite économique modérée. C'est ça que j'apprécie. Donc, moi, j'ai vraiment, c'est ça, une vision pragmatique, pas particulièrement très à gauche ni très à droite non plus. Donc, ça va dépendre des enjeux. Ben, je te pose la question parce que autrefois, au Québec, dans les élections, il y avait les rouges et les bleus. Il y avait le Parti libéral, il y avait le Parti québécois. On associait peut-être les gens qui étaient plus à droite au Parti libéral et les artistes étaient très rassemblés à l'époque au Parti québécois. On disait que c'était les gens de gauche. Maintenant, il y a plusieurs partis, il y en a plus qu'auparavant. C'est plus niché, c'est plus campé. Québec solidaire représente ce qu'on peut appeler, je pense, une certaine gauche, la gauche, au Québec, dans l'esprit collectif. Ils sont également indépendantistes, du moins se disent indépendantistes. Et là, justement, j'ai l'impression que c'est avec les autres indépendantistes avec lesquels le Parti québécois s'entredéchire le plus. C'est-à-dire qu'un gars comme Sol Zanetti, qui du moins était très indépendantiste à l'époque. Il dit qu'il l'est toujours, on va voir. Mais vous devriez être sur la même longueur d'onde là-dessus puis vous dire, on a un projet commun,
oublions les choses de droite et de gauche, ou peut-être mettons au Parti québécois, vous dites on n'est pas tant à droite que ça, je ne sais pas non plus, là, mais mettons, on laisse ça de côté et on va vers cet objectif commun. Là. Pourquoi vous n'êtes pas capable de le faire? Ça ne donne pas envie au monde de voter oui si même les gens qui sont dans la même gang ne sont pas capables de s'entendre là-dessus. Oui. Comment ça que ça se passe de même avec eux autres? Moi, je suis exactement dans ce spectre-là, en ce sens que qu'il y ait des gens à gauche ou à droite, ça me dérange pas tant qu'on s'entende pour l'objectif, parce que ça reste un détail jusqu'à un certain point. Donc, le pays du Québec, on veut pas déterminer de façon, avant l'indépendance, comment ça va être. Parfois, il va être gouverné plus à gauche, parfois plus à droite, mais moi, ce qui me rend profondément mal à l'aise, c'est certains courants qui veulent mettre des conditions à l'indépendance. Donc, soit très à gauche, on veut être indépendantiste, on veut être indépendant seulement si le pays ressemble à ça, ou des gens plus à droite qui vont être, comme on pourrait quasiment dire, des QS de droite, là, on entend ça de temps en temps. On veut un pays du Québec seulement si on a moins de taxes, on a moins d'impôts, puis que c'est les entreprises privées qui font la loi partout. On n'est pas du tout dans cette perspective-là, en ce sens que, je veux dire, il y a la phrase un peu cliché de l'indépendance ni à gauche ni à droite, mais en avant, mais c'est exactement ça. Donc, moi, ce que je rêve, puis là, je veux le dire très ouvertement, là, c'est d'avoir un camp du oui dans lequel il va avoir Sol Zanetti puis Éric Duhem d'un côté, main dans la main, qui sont capables de mettre leurs différences de côté pour s'en aller vers l'objectif commun. Tout du monde qui ont déjà été dans le camp du oui. Tout du monde qui ont déjà été dans le camp du oui et qu'on travaille pour qu'ils reviennent dans le camp du oui, parce que ultimement, c'est la seule solution pour le Québec. Ce n'est pas vrai qu'on a un avenir économique dans le Canada et il faut être rationnel là-dessus. OK. Parlons de Québec maintenant. OK? Je sais que tu as grandi à Québec. Oui. Tu viens de Saint-Augustin-de-Desmaures, si je ne me trompe pas? Charlebourg. Charlebourg? À Charlebourg, essentiellement. OK. Bon, alors, tu es un gars qui connaît les enjeux de Québec. Il y a des enjeux qui sont très chers à la grande région de Québec. Puis, comment tu fais pour les vendre, justement, aux électeurs qui s'en inquiètent? Parce que là, bon, je pense que le troisième lien, corrige-moi si je me trompe, vous êtes contre, ou du moins, vous n'êtes pas trop prononcé jusqu'à présent. Oui, position qu'on avait en 2022, c'est essentiellement d'avoir un réseau de transport structurant dans la ville de Québec, mais le troisième lien qui a toujours été une farce électorale, qui est un monument au cynisme élaboré par la CAQ, ça va être la troisième élection générale là-dessus, qui nous en promettent un. Donc, ça, non, c'est pas... tout à fait vrai en passant. OK. C'est phénoménal. Donc, ça, vous n'êtes pas trop là-dessus? Non. OK. Nous autres, ce qui inquiète les gens de Québec, je pense, c'est que je trouve, puis je pense que les gens, peu importe pour lequel parti que vous votez, là, je pense que les gens ont raison là-dessus. La capitale nationale a peut-être été délaissée un peu au cours des dernières années, au dépend de la région montréalaise. On voit là-bas, ça se développe. Il y a eu le REM, il y a le prolongement du métro. On voit que ça se passe là-bas, le stade olympique. On n'est plus capable d'entendre parler du stade puis de l'argent qu'on va injecter là-dedans. Comment vous faites pour rassembler les gens de Québec autour d'un projet porteur? Le tramway, là, ça avance, c'est correct. C'est pas vous autres, vous pouvez l'appuyer, mais bon, c'est déjà parti. Le PQ, là, à Québec, là, qu'est-ce que vous comptez faire pour ramener des projets d'envergure qui vont plaire aux gens de Québec? Oui. Nous, ce qu'on veut faire, c'est de Québec une véritable capitale internationale. Donc ça, oui, il faut effectivement un réseau, un déplacement, le transport plus structurant. Puis ça, c'est problématique. Je veux dire, on parle du projet Tram-Cité. Évidemment, ça a soulevé la controverse dans les dernières années, mais c'est quelque chose qui me fâche beaucoup. Moi, ça a été que le gouvernement de la CAQ a rendu ça conditionnel à l'avènement du troisième lien, qui savait qu'il n'arriverait pas. Donc, on a tout fait pour mettre des bâtons dans les roues à ça. Et moi, je comprends absolument tout le monde en région de la capitale nationale d'être fâché contre ça. Peu importe la position qu'on va avoir sur le troisième lien ou sur le tramway, ça a été sur l'immobilisme qui a été mis de l'avant, justement pour des raisons politiques. Donc, une capitale nationale a absolument besoin d'avoir un réseau de transport comme ça, puis c'est fâchant aussi pour les gens dans les banlieues, parce que le transport n'est pas adéquat pour les desservir, mais en même temps, il faut prendre conscience du fait qu'à partir du moment où c'est implanté, ça sert autant les automobilistes qui, pour différentes raisons, ne prennent pas le transport en commun que les gens qui vont l'utiliser. Donc, c'est d'avoir le courage et l'énergie de mettre ça en place, ce qu'on n'a pas vu dans les dernières années. Mais là, en même temps, c'est heureux, dans le sens que le projet va de l'avant, il est implanté, mais il faut arrêter de mettre des bâtons dans les roues. Mais là, quand on se parle d'avoir une capitale nationale d'envergure, c'est drôle, évidemment, c'était dans ma prémisse de question, mais évidemment, quand on parle de projet d'envergure à Québec, on embarque tout de suite sur le transport. C'est vrai. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres projets d'envergure à Québec qui ne sont pas en lien avec le transport? Ou à chaque fois qu'un parti politique pense à qu'est-ce qu'on pourrait faire à Québec, on pense juste au transport. Y a-t-il autre chose?
Qu'est-ce qui est intéressant ici qu'on pourrait faire? Ben, il y a différents secteurs économiques là, qui sont implantés. On pense à l'industrie des jeux de vidéo là, qui est bien implantée ici. Il y a plusieurs parcs industriels à travers l'ensemble de la ville de Québec. Les compagnies d'assurance, c'est un des endroits principaux. Donc, il y a une vitalité économique très importante dans la ville de Québec, mais dans la région dans son ensemble. Donc, être capable de soutenir ça. Nous, une politique qu'on a proposée pour sortir du modèle de la CAQ, c'est des baisses d'impôts historiques pour les PME. Parce que faut se le rappeler, là, les PME, c'est plus de 99% des entreprises qu'on a au Québec. Ce qu'on a vu avec la CAQ, ben, c'était de tenter d'avoir au pif des ministres, là, d'aller distribuer des subventions ici et là avec les Nordvolt de ce monde et le fiasco qui s'en est suivi. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure là, sur l'environnement macroéconomique. C'en est un autre exemple. Donc, puis ça, cette baisse-là de fardeau fiscal des PME, bon, comme je disais tantôt, là, des fois, on se fait taxer d'être à gauche, des fois, on se fait taxer d'être à droite. Puis certains vont dire que c'est peut-être un petit peu plus à droite là comme mesure, mais dans les faits, c'est de pas oublier que c'est le tissu économique là, du Québec qui est composé essentiellement de PME. Donc, en voici une mesure là, très, très, très structurante pour améliorer la situation. OK. Dernière question. Il est où votre chef, là? Tantôt, pendant l'entrevue, j'ai vu M. Zanetti aux nouvelles, j'ai vu M. Milliard qui était à Québec. M. Saint-Pierre-Blamondon, on l'a pas vu beaucoup cet été. Qu'est-ce qu'il fait, là? C'est le temps de se montrer. Oui. Ben là, il est en vacances avec ses enfants. Ouais. Donc, père de famille, 3 jeunes enfants, a besoin un petit peu là, de recharger les batteries. Mais pour le voir aller au quotidien, l'avoir vu dans les dernières campagnes électorales, faites-vous-en pas. Il va être de retour très, très rapidement. Donc, c'est beaucoup dans le mois d'août, dans le mois de septembre que la campagne va se dérouler. Mais effectivement, pour n'importe quel chef, là, si on veut avoir les batteries rechargées, il faut pouvoir reprendre ce genre de vacances-là. Mais je vous rassure, il va être de retour bientôt. Ça va nous faire plaisir de le recevoir s'il veut bien venir. Ça commence à dater, mais du moins, Gabriel Coulombe, candidat du Parti québécois dans Charlesbourg, s'est présenté en studio aujourd'hui. On l'apprécie toujours énormément lorsque les formations politiques décident de venir nous voir parce que je pense que c'est ce à quoi les gens de Québec s'attendent. On veut avoir des gens qui sont présents, qui écoutent et qui ont bien compris aussi ce que les gens de Québec souhaitent. Peut-être des fois, il peut y avoir des désaccords. Ça, ce sera le résultat des élections, c'est la démocratie. Mais je pense qu'il faut montrer à la population que vous êtes là pour les écouter puis aussi pour leur parler. Merci beaucoup, Gabriel Coulombe. Ça fait plaisir.